Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes à la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Aujourd'hui, on est le mardi 27 février 2018. Donc, bienvenue tout le monde. Je vais faire le tour d'appel. Donc, j'ai le conseiller mariage, j'ai la conseillère Assois, j'ai le conseiller Boudria, j'ai la conseillère Briand, j'ai la conseillère Burns, j'ai le conseiller élève Mana Sandoval, j'ai la conseillère élève Elsie, j'ai la conseillère Tremblay, le conseiller Poirier, j'ai le conseiller Lemelin et j'ai le conseiller Thibodeau. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne également? Au niveau des conseillers? OK, Pascal, merci. Ensuite, nous avons Mme Brisson, nous avons Mme Bergeron, nous avons M. Lebel et nous avons M. Dubois, Mme Paquette, Mme Châtelain et M. Bertrand. Nous avons à la technique également Jean-Philippe et Martin, donc bienvenue à votre première séance avec nous officiellement. Et nous avons Mme Letemps et M. Sirois. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais demander à la conseillère Assois pour la prière, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soleil se couche. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous offres. Bénis chacun de nous, tous les employés de notre conseil et surtout les enfants que tu nous as confiés. À ceux qui travaillent, donne le courage et la force. Pour les enfants, donne l'attention et l'intelligence. Que ton Esprit Saint nous éclaire afin que nous puissions tous discerner ta volonté et faire ce que tu attends de nous. Donne-nous un cœur simple et pur, comme celui d'un enfant, pour rechercher ce qui est vrai et ce qui est bon, afin de prendre les bonnes décisions, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Merci, conseillère Assois. Donc, maintenant, pour l'ordre du jour, nous avons un changement. Alors, si vous voulez ajouter au 9.3, la politique 3.7, embauchage, rémunération et avantages sociaux, donc une mise à jour sur l'affichage du cadre de rémunération des cadres supérieurs du CECCE. Donc, ce sera un ajout. Est-ce qu'il y a d'autres choses à changer, M. Sirois, ou ajouter autour de la table? Quelqu'un d'autre? Sinon, que soit adopté tel que modifié lors du jour de la séance ordinaire du CECCE du 27 février 2018. Proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Et maintenant, pour les honneurs et mérites, donc, chers membres du Conseil, distingués invités, membres du personnel. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est tient à souligner de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous avons l'honneur de reconnaître une employée du centre éducatif qui contribue au rayonnement du Conseil de par ses engagements exceptionnels dans la communauté. La table politique souhaite reconnaître Hortense Mouamba, conseillère en engagement communautaire au CECCE, pour le prix du champion de la diversité du gouvernement de l'Ontario qu'elle a remporté. Ce prix était remis pour la première fois à Toronto le 16 janvier dernier. Il vise à rendre hommage à des individus, des groupes et des organisations qui favorisent la réussite des immigrantes et immigrants, l'inclusion et la croissance économique en Ontario. Madame Mouamba est l'une des 3 récipiendaires de ce prix pour le support qu'elle offre aux enfants des familles de nouveaux arrivants afin qu'ils se sentent bien dans leur nouvelle école. Pour Hortense, son travail est beaucoup plus qu'un simple gagne-pain. C'est sa passion. Le Conseil a de la chance de compter dans son équipe une femme si impliquée. Elle a été embauchée par le CECCE en 2001 en tant qu'agente de liaison multiculturelle. Dès lors, elle s'appliquait à assurer l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des élèves et des parents nouvellement arrivés au Canada dans les écoles du CECCE. En 2009, elle a pris la charge du bureau d'accueil et depuis 2013, Hortense s'est jointe à l'équipe d'engagement communautaire où elle agit à titre de conseillère en relations communautaires et partenariats. Au cours des dernières années, Hortense a créé de solides partenariats avec des organismes tels que le Centre catholique pour immigrants d'Ottawa, les services sociaux de la Ville d'Ottawa, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton et le Centre de services à la famille afin d'épauler les familles
tout au long de leur processus d'intégration à la culture franco-ontarienne. De plus, elle s'implique dans sa communauté en siégeant sur 3 différents comités, soit le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, le partenariat local pour l'immigration d'Ottawa et Réfugiés 613. Preuve que cette femme a vraiment à cœur l'intégration des familles nouvellement arrivées, elle est toujours à la recherche de nouvelles façons pour le venir en aide, que ce soit par la collecte de vêtements, de bottes et manteaux d'hiver, de sacs d'école, de jouets qu'elle redistribue aux familles, ou par la tenue de cafés-rencontres portant sur des enjeux d'intégration à la culture canadienne ou la mise en place d'un service d'aide aux devoirs pour les parents n'étant pas en mesure d'appuyer leur enfant dans leurs devoirs. C'est maintenant au tour du Conseil de la féliciter pour son apport exceptionnel à la communauté. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une collègue qui est un véritable modèle de bienveillance, de générosité et d'ouverture pour la communauté. J'invite maintenant M. Philippe Lebel, le directeur adjoint des communications, du marketing, de l'engagement communautaire et du Bureau international, à prononcer un petit mot. M. Lebel, c'est votre tour. Merci, Madame la Présidente. Chère Hortense, c'est un grand honneur pour nous que de compter au sein de notre équipe de l'engagement communautaire la personne d'exception que tu es. Hortense, par tes actions, tu apportes un immense réconfort à des centaines de familles de nouveaux arrivants à un moment crucial dans leur vie, et tu offres aux enfants, nos élèves, les conditions favorables à une intégration réussie et à une vie heureuse. Le cœur que tu mets au travail et au service de ta communauté nous inspire et nous sommes des plus honorés que ce soit toi, l'une des nôtres, qui ait été choisie pour recevoir le tout premier prix du champion de la diversité du gouvernement de l'Ontario. Une reconnaissance bien méritée. En ce mois de l'histoire des Noirs, tu nous portes à nouveau aujourd'hui à réfléchir à l'apport incroyable des Canadiens noirs, travaillant à faire de notre société un monde meilleur et encore plus bienveillant, accueillant et inclusif. Merci, Hortense. Merci. Merci. Donc, j'inviterai maintenant Mme Wamba pour venir recevoir votre certificat d'honneur et mérite, s'il vous plaît. Alors, félicitations encore une fois pour tous tes accomplissements. Et maintenant, à l'occasion du mois de l'histoire, si tu veux rester, Hortense, on a peut-être d'autres petites choses que tu voudrais entendre. Pas pour longtemps. D'autres choses qui vont être intéressantes. Merci. Donc, maintenant, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, une membre de notre équipe s'est illustrée par une entrevue qu'elle a offerte à Radio-Canada pour présenter les chefs de file noirs de la région. Donc, nous allons écouter ensemble un extrait de l'entrevue de notre chère conseillère scolaire, Valérie Assois. Donc, écoutez bien, s'il vous plaît. Postes de décision. Donc, ils se contentent de leur situation parce qu'ils n'ont pas vu autre chose, ils n'ont pas eu des leaders à qui vouloir ressembler. Donc, je suis vraiment très fière. Je pense que beaucoup parmi nos communautés ne se visualisent pas dans des postes de décision. Donc, ils se contentent de leur situation parce qu'ils n'ont pas vu autre chose, ils n'ont pas eu des leaders à qui vouloir ressembler. Donc, je suis vraiment très fière de pouvoir commencer. Et puis, je suis convaincue qu'avec ma petite expérience, plusieurs personnes voudront devenir leaders aussi comme moi.
Oui, mais la première fois que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, c'était la guerre. La guerre a eu lieu en 2002. Donc, c'est à cause de la guerre que j'ai quitté parce que j'étais très bien installé, j'étais économiste, j'avais ma vie, j'avais toute ma carrière devant moi. Mais j'ai dû quitter pour des raisons de guerre parce que j'avais 3 enfants. J'ai toujours 3 enfants. Puis mon fils le plus jeune avait 2 ans à l'époque. Donc, il me fallait une autre option. C'est pour cela que j'ai quitté. Mais en Côte d'Ivoire, j'avais un chauffeur. J'avais 2 dames à la maison qui travaillaient pour moi, qui m'aidaient pour les enfants. J'étais carriériste, donc au moins une fois par mois, je prenais l'avion pour aller dans un pays étranger, pour parler de mon expérience en tant qu'économiste des télécommunications. Donc, pour vous donner une idée, j'avais voyagé peut-être 200 fois en l'espace de 5 ans. En tout cas, j'étais une femme respectée dans la communauté pour mes compétences et puis aussi en tant que chrétienne pour ma foi, pour le fait que je m'en sortais étant mère seule parce que mon ex ne vivait pas là-bas. J'ai fait tout ça toute seule. J'ai accouché seule, j'étais enceinte toute seule. Mais pas toute seule, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Mais j'ai vécu tout cela toute seule. Mais ce qui est bien aussi dans nos pays d'origine, c'est tout le village. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Et il y avait ma mère, ma sœur, toute la communauté autour de moi, ma grand-mère. Chacun vivait, ma grand-mère était chez elle, mais j'étais contente de l'avoir venue me visiter une fois en passant. Oui, c'était très difficile pour moi parce que je n'ai aucun parent venant d'une société assez communautariste, je dirais, et puis me retrouver individuelle ici, une société très individuelle où je suis juste avec mes enfants. C'est vrai que j'habitais quelque temps avec mon ex, mais j'étais moi-même, je me sentais seule. Je me sentais seule, mais ce qui était beau, c'est que ayant connu un peu la guerre, ça a développé quand même une certaine résilience. Je me suis dit non, ma vision de moi, ce n'est pas être une femme au foyer avec ses 3 enfants. Et puis non, je me vois contribuer dans ma communauté. Je me vois être un leader communautaire. J'envisionne chercher le meilleur en moi et puis chercher aussi le meilleur dans les gens pour qu'ensemble on bâtisse ce pays. Donc je me suis dit ok, il faut que je fasse quelque chose. Comme vous voyez, c'était une surprise. Mais nous, ça nous a donné l'occasion de connaître un peu plus ton cheminement. Et puis, en même temps, j'aimerais t'inviter, toi et l'élève conseillère Elsie aussi, de dire quelques mots à la table, s'il vous plaît. Moi, j'ai tout dit. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois que j'aime beaucoup parce que ça permet de célébrer l'excellence noire. J'aime bien ça. C'est ça, bien dit. Pour moi, le mois des Noirs, ça signifie pas tout simplement que les Noirs étaient des esclaves ou quoi. Que c'est mieux pour moi pour réaliser que le mois des Noirs, c'est aussi pour, comme tu as dit, pour célébrer l'unité qui se passe pour le mois des Noirs, que l'histoire, la culture, c'est super beau pour voir pour toutes les nationalités qui se réunissent pour célébrer nos efforts et comment nous avons pu évoluer avec le temps et que notre histoire n'est pas tout simplement aux États-Unis. Et donc, c'est super inspirant pour voir des dames comme Mme Valérie Assois, des femmes noires qui démontrent que nous sommes plus que notre corps ou nos cheveux et qu'il y a une plus, que les jeunes filles noires peuvent voir comme des leaders accessibles. Et donc, pour le mois des Noirs, c'est important pour moi. C'est pour cela que je suis ici. C'est pour cela que j'essaie toujours fort parce que, avec la société ou les médias qui démontrent que la femme noire, ils donnent toujours une fausse image. Pour le mois des Noirs, c'est bien pour voir tous les activistes qui se mettent ensemble, qu'on est plus que cela. Et donc, c'est important pour moi que je m'engage pour que les jeunes filles qui disent non, je suis pas seulement, comme tu dis, une femme qui peut élever les enfants, je peux être quelqu'un qui prend des décisions, je peux être tough. Alors, de toujours essayer de faire le mieux pour moi, pour les autres et continuer à prospérer. Donc, le mois des Noirs, c'est ça que je fais. Parfait. Mais merci. Je vais te laisser. Oui. Donc, je vais laisser également M. Sirois nous expliquer, lorsque vous avez rentré dans l'édifice, vous avez vu des peintures ici et là. Donc, si vous voulez expliquer... là. Rapidement, Madame la Présidente, merci beaucoup. C'est un vernissage.
Et dans le cadre de la célébration du Mois des Noirs, on voulait que le centre éducatif participe à des activités dont on a eu un artiste qui est venu nous présenter ses œuvres. Et puis, il y a eu un petit concours parce que au nom du conseil, on voulait acheter 2 peintures. Il y a eu un concours, on en a acheté une. Et ça, c'est la peinture qui a été vraiment là, qui vient des gens qui ont participé. C'est la peinture qui a été retenue. On va l'installer soit à la salle du conseil, l'autre côté. Et puis, la deuxième peinture, ce qu'on a demandé à l'artiste, c'est de créer une peinture à l'image du conseil, donc avec des élèves, avec des écoles, et qui représente la contribution de toute la communauté dans le cadre de la célébration du Mois des Noirs, de la communauté sur la mosaïque canadienne, la richesse et vraiment leur contribution au niveau culturel à tous les niveaux. On veut vraiment quelque chose qui représente cette valeur ajoutée à la communauté canadienne, à la société canadienne. Donc, l'artiste va travailler il va peindre quelque chose pour le conseil. On va l'avoir au mois de juin. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va être le résultat, mais je suis persuadé en voyant le talent de cet artiste-là qu'on va être choyé. Donc, on veut toujours se rappeler que c'est pas juste au mois de février, mais que la contribution, c'est 12 mois par année. Pour nous, c'est ça qui est important. Donc, c'est pour ça qu'on a un tableau ici qu'on voulait vous montrer de cet artiste. Je vais même pas essayer je me souviens pas du nom, mais il est là. Donc, les peintures qui sont à l'extérieur sont aussi, il est vend. Donc, il y a un prix d'indiquer sur chacune des peintures si cela vous intéresse. Mais c'est le prix, c'est le coup de cœur du centre éducatif, c'est ce tableau-là. Je voulais aussi souligner, si c'est possible, que le conseil a vraiment marqué le mois de l'histoire des Noirs. J'étais souvent à Sainte-Anne, j'ai vu ce qui s'est passé dans plusieurs autres écoles. Je sais qu'il y avait beaucoup de manifestations pour célébrer ce mois. Et puis vraiment, je tiens à remercier tout le monde et puis j'apprécie vraiment. Merci. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Lindsay. Et merci beaucoup, Hortense. Je te l'ai dit, ça vaudrait la peine de rester un petit peu, hein? Parfait. Merci encore de ta présence. Donc, bonne soirée. Alors, nous allons poursuivre. Nous sommes rendus à numéro 7. Donc, juste avant, est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts que quelqu'un voudrait soulever? N'en voyant pas. Parfait. Donc, nous allons continuer. Adoption des procès-verbaux. Donc, la séance ordinaire du 23 janvier. Est-ce qu'il y a des choses à souligner? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 23 janvier 2018, proposé par le conseiller Thibodeau, appui de la conseillère Assois. En faveur? Parfait, c'est adopté. Est-ce qu'il y a des questions pour la séance du 23 janvier? Il n'y en a pas? Parfait. Donc maintenant, la section 9, études des politiques. Le 9.1, politique 3.1, qui est la planification financière et budgétisation, donc les objectifs prioritaires pour 2018-2019. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Avant de passer la parole à Madame Brisson, je lui ai demandé de faire un survol, vraiment de s'attarder à quelques acétates pour illustrer un petit peu la présentation, puis permettre plus un échange ou des discussions ou répondre à vos questions si vous le désirez. Mais si votre choix était d'avoir une présentation plus longue, on est disposé à le faire aussi. Vous faites... Oui, OK. Les gens reçus de vous. Oui, parfait. Nous sommes rendus au temps de l'année, comme vous avez vu dans le cycle de planification, de vous proposer ce soir les objectifs prioritaires pour la prochaine année 2018-2019. Donc, la présentation aussi fait état des diverses stratégies qui sont actuellement en cours et aussi qui se poursuivent au niveau du plan stratégique. Donc, vous avez les stratégies, les 4 grands objectifs au niveau de la performance de l'organisation. Et vous avez vu aussi toutes les stratégies qui sont en place pour réaliser le plan stratégique. On a fait état aussi dans la présentation, dans le volet du plan stratégique, qu'on vous a présenté l'an dernier, en juin 2017, tous les avancements des diverses stratégies du plan stratégique. Et dans la présentation ce soir, vous avez vu aussi les nouveautés qui sont venues s'ajouter là, depuis l'année du mois de juin 2017.
Donc, si on se rend à la diapositive 46 dans votre fascicule, vous avez, on vous recommande ce soir de poursuivre les priorités budgétaires proposées de l'année en cours. Donc, on vous propose de les poursuivre pour l'an prochain. Donc, on veut vraiment miser sur les 4 priorités stratégiques que vous avez, soit de transformer l'expérience d'apprentissage, recruter et retenir un plus grand nombre d'élèves, optimiser les processus, assurer la saine gestion, incluant la gestion des risques. Donc, ça, c'est les 4 volets du plan stratégique. On vous propose également de poursuivre les efforts pour améliorer les résultats de performance, donc en particulier les indicateurs pour lesquels les résultats n'ont pas été atteints. Donc, vous vous souvenez, lors de la présentation au mois d'octobre sur les fins en éducation et les 2 limites, on vous avait remis les rapports de monitoring dans lesquels on avait identifié des endroits qui méritaient une attention particulière. Donc, c'était les endroits, les voyants rouges. Donc, on poursuit les améliorations à cet effet-là pour justement améliorer les indicateurs qu'on n'a pas atteints, qu'on vous avait démontré lors de la présentation. Donc, essentiellement, c'est de poursuivre le travail qui est amorcé. Et puis, comme la présentation l'indique aussi, il y a 8 indicateurs sur lesquels on continue de travailler. Donc, dans le plan stratégique, il y a 12 objectifs. Il y en a 4 qu'on a priorisés et il y en a 8 autres pour lesquels on va continuer à travailler et à y mettre les efforts. Si on passe à la prochaine diapositive, à la page 47, excusez. Donc, la question pour vous ce soir, en fonction de la présentation qui vous est proposée et les objectifs prioritaires de l'an prochain. Donc, êtes-vous confiant que les objectifs prioritaires proposés vont assurer l'atteinte des résultats de performance, ainsi que le développement stratégique de l'organisation, et ce, afin d'actualiser les fins en éducation, tout en assurant la conformité aux limites à la direction. Donc, ça fait un peu le tour là, de la question. Donc, essentiellement, on vous propose de poursuivre le travail qui est entamé dans l'année en cours vers l'année 2018-2019. Et on planifie dans le cycle de planification, le budget sera en fonction d'élaborer des moyens pour rencontrer ces objectifs-là et de vous présenter un budget le 5 juin prochain. Merci beaucoup, Mme Brisson. Oui, M. Sirois. Okay. Parfait, merci beaucoup. Donc, ce que je veux ajouter ici, c'est, comme l'an passé, c'est les mêmes objectifs prioritaires. Et puis, on est accompagné par PGF dans notre exercice de réflexion. Et une des conclusions de toutes nos discussions, c'est que on est rendu à un niveau de saturation où même si on ajouterait encore plus de personnel, la capacité des écoles d'accueillir tous ces initiatives ou ces projets-là fera en sorte que pourrait amener un engorgement ou la non-réalisation de certains objectifs. Et c'est pour ça qu'on dit on respecte la planification stratégique, on veut faire vivre ce que le Conseil a décidé au niveau de sa planification stratégique, mais de fouetter 12 objectifs prioritaires en même temps, l'organisation n'est pas capable. Je vous le dis, là, en toute sincérité, ce serait d'amener de l'épuisement au sein de l'organisation. Et puis, ce que nous, on vous recommande, c'est, on est capable, je pense, avec, il y aura des ajouts parce que on y a une croissance là, au niveau administratif, mais au niveau de ressources, de déployer d'énergie et de concentrer nos efforts sur la réalisation de cette planification stratégique-là, on peut prendre les 4 qu'on vous a mentionnés présentement, puis d'aller plus en profondeur, puis avoir un changement encore plus profond que d'essayer de toucher à 12 objectifs prioritaires, puis vraiment même pas voir le changement s'opérer dans les écoles ou même au sein du Conseil. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait cette recommandation-là. Je voudrais pas que personne soit insulté du fait que l'administration ne prend pas au sérieux les 12 objectifs prioritaires. Mais je vous dis vraiment, là, puis si vous faisiez le tour de la table et regardez les gestionnaires, ils vous diraient c'est le plus qu'on peut en prendre présentement. Il faut penser aux gens. Comme moi, je dis, on a beaucoup de services ici, mais dans les écoles, il y a une seule porte d'entrée, et c'est la direction d'école.
Et c'est la direction d'école qui est souvent responsable de la mise en œuvre. Donc, nous, on sent que si on va plus loin, il y aura un essoufflement. Et je pense qu'il y a suffisamment présentement de belles initiatives et de changements qui vont amener vraiment des changements durables, c'est ce qu'on souhaite, dans l'organisation. Donc, c'est le message que je voulais vous livrer, de dire, on prend en cœur ce que vous faites, on y aborde, on y touche. Et comme vous le savez, on va vous munir avec des mesures de progrès, des indicateurs de performance pour dire qu'on avance dans l'application et non pas juste un rapport qualitatif, mais avec des données quantitatives. Donc, ce que je voulais ajouter, Madame la Présidente, de dire qu'on prend très au sérieux le travail que vous nous avez demandé de faire, mais présentement, c'est là la limite du possible au niveau là, de la mise en œuvre de ces initiatives-là du Conseil. Okay. Merci. Conseiller mariage. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, je pense que je tiens à féliciter l'administration pour le cheminement puis le travail qui se fait au niveau du plan stratégique puis des objectifs. J'ai une question, peut-être plus question-commentaire. Avant qu'on on entame la nouvelle mission, la nouvelle vision, le nouveau plan stratégique du Conseil, il me semblait que les objectifs stratégiques étaient beaucoup plus visés, beaucoup plus pointus. Je pense que ça va être la 3e année de suite là, qu'on nous demande de garder les mêmes objectifs prioritaires. J'ai peur qu'il y ait une stagnation des objectifs à un moment donné. Le libellé, comme on les voit devant nous, sont suffisamment larges qu'on pourrait garder ça comme objectif prioritaire pendant des années, sans viser rien de spécifique. Je comprends que c'est un peu le résultat de l'exercice qu'on a fait pour la réforme des 4 piliers, etc. Mais je me demande, peut-être c'est juste une réflexion personnelle, là, mais si ça vaut la peine de réévaluer, de voir s'il y a une opportunité de vraiment viser certaines priorités plus précises. Parce que si on garde des choses trop larges, il y a la possibilité qu'on se perde vraiment dans nos priorités. Puis je voudrais pas que, un, il y ait une stagnation, puis deux, on perde de vue ce que les discussions puis l'objectif étaient au début quand on a conçu ces objectifs. Je m'en tiens, Madame la Présidente, parce que j'applaudirais. Non, honnêtement, je suis sincère dans mon commentaire. Dans les premières années, ce serait faux dans les premiers 6 mois, il serait faux de dire que j'ai arrivé à ce même constat. Mais les gens autour de la table savent que moi, j'ai trouvé que c'était exigeant, qu'il y en avait trop déjà sur la table. Et que déjà, il était très large dans certaines situations. C'était très large qu'on aurait pu mettre beaucoup de choses là-dedans, puis on aurait pu essayer de toucher à beaucoup de choses, puis on l'a fait. Puis on aurait, je dirais pas qu'on s'est perdu, mais je pense à un moment donné, il y avait, on vous avait fait une mise à jour du nombre de projets qu'on a mis en place, puis du nombre de projets qui étaient réalisés, puis c'est là qui n'avaient pas encore été réalisés tout à fait. C'était trop pour l'organisation. Ce qu'on a essayé de faire, si vous demandez de faire l'exercice, je pourrais dire que ce serait le bienvenu de faire cet exercice-là, parce que je crois que facilement, j'avais travaillé à regarder comment on pouvait jumeler certaines initiatives, puis on pouvait facilement passer de 12 à 8 sans rien enlever, parce qu'il y en avait qui étaient touchés. Il y en avait que je crois qui étaient d'ordre plus opérationnel, mais si vous voulez qu'on fasse l'exercice et revenir dans le cycle, on pourrait le faire. Et ce qu'on a fait pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, parce que c'est cela que je trouvais que c'était large. Et c'était tellement large qu'on a travaillé avec toute l'équipe pour amener ça. On a créé 5 portes d'entrée. Et puis, on était un petit peu ambitieux quand on a rencontré la direction d'école pour dire, on a 5 portes d'entrée, on va vous demander de vous concentrer sur de mettre ces portes d'entrée-là. Ça veut dire de choisir dans chacun des 5 champs d'options une mise en œuvre d'une activité pour essayer de rencontrer la transformation de l'expérience d'apprentissage dans toutes les salles de classe. Et la réaction des directions d'école, savez-vous, c'était quoi? C'est « Wow, c'est trop ». Et là, on a dit « On recule ». Et la réaction était forte. On a reculé et on a dit « OK, on va se contenter si vous faites une mise en œuvre de la transformation d'apprentissage dans un champ d'action, c'est bien. Pour les
3 années qui restent du plan d'amélioration, essayer de les toucher à 5 quand même. Bon, la première année, tu en fais 1, peut-être la deuxième année, tu en fais 2, et on a reculé. Il y a des écoles qui en ont fait 2, et on a accepté le statut tel qu'il était. On a dit, si tu n'as pas le temps de le faire dans toutes les salles de classe, mais montrez-nous un progrès, puis nous, on va mettre du monitorage, et puis on va être capable d'aller voir pour vous démontrer. Ce que nous, on veut vous démontrer, c'est ce que vous nous avez demandé, c'est la transformation dans chacune des salles de classe. Mais on vous a enlevé de la pression. Bien, ils nous l'ont dit, reculez un peu. Je pense qu'il y avait de l'eau près des lèvres, là, donc on a reculé. Mais je pense qu'on va être capable de vous démontrer qu'on fait du progrès et qu'on avance, mais qu'on avance à un rythme où le système est capable de l'absorber aussi. Donc, si la table désire de faire cet exercice-là, parce qu'on avait parlé avec Benoît Hubert, puis Benoît a dit, peut-être pas le bon temps de le faire. Puis qui je suis, moi, qui arrive ici puis dire, c'est pas 12 que vous devriez avoir, c'est 7. Je viens d'arriver. Moi, je viens pas d'arriver, là, mais dans le temps, c'est d'aller dire au conseil, c'était ça. Mais si la porte est ouverte, moi, je mets un pied dedans et je peux vous dire que ça va être bien accueilli des directions d'école, mais de la table de gestion aussi. Oui. Madame la Présidente. Pour moi, ce que je fais référence plutôt, c'est quand on voit des termes comme optimiser les processus, pour moi, comme objectif prioritaire, ça me dit rien. Si je lis juste, c'est ça mon objectif. Si on viserait optimiser les processus, mais qu'on miserait sur voici les processus qu'on veut miser durant cette année, on veut faire du travail sur ces processus-ci spécifiquement. Je sais que quand, à mon entrée au conseil, un des objectifs que moi j'ai pris très personnellement, c'était toute l'idée de l'offre de services dans la petite enfance. Ça, c'était un objectif prioritaire pour une année. Ça, c'est très spécifique. Oui, on peut avoir des choses à l'intérieur de ça où il y a de la place mais la petite enfance, c'est très spécifique. Tandis que ces objectifs-là, je trouve qu'ils sont utiles, puis je pense qu'ils sont importants, mais je pense que, en tout cas, pour moi, ils sont trop larges pour pouvoir voir dans ma tête qu'est-ce qu'on vise d'accomplir durant l'année en cours. Merci pour le commentaire. Oui. Conseiller Lemelin. On peut aussi aller à la question. Le diaporama qui touche la question. Parce que j'ai lu la question, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est marqué « Êtes-vous confiant que les objectifs prioritaires proposés assureront ». Hey, assurer, là, c'est fort en bébite. Mais ça ne serait pas mieux dire « viseront », comme de mettre le mot « viser vers » quelque chose et non assurer que. Parce que assurer, là, ça veut dire donne-moi la marchandise. À la fin, là, tu dois me produire quelque chose, paf. Puis toi, tu parlais tantôt, Régent, M. Serrois, que fallait que tu recules un peu. Mais si les personnes doivent viser l'atteinte des résultats, s'ils doivent viser la conformité aux limites, là, tu donnes un peu d'espace aux personnes. Mais quand tu demandes d'assurer, les directions d'école ont bien la misère, nous autres ont bien la misère. Je pense que j'ai bien la misère comme personne d'assurer quelque chose. Viser quelque chose? Oui. Assurer? Je ne suis pas d'assurer tout le temps. C'est juste la question que je me posais quand j'ai lu la question. Êtes-vous confiant que les objectifs prioritaires proposés assureront? Hey, c'est fort, ça, là. On est un conseil performant, mais on devrait viser vers quelque chose. On ne devrait pas assurer quelque chose. Parfait. Merci, conseiller Lemelin. Puis, on en a pris note, puis on va travailler à retravailler la question. Non, c'est juste ça que je... Oui, mais merci pour le point. Parce que je pense, comme on dit, on parle en ce moment où on veut, là, j'étais pour dire le mot assurer, mais on veut s'assurer que nos employés sont capables de pouvoir atteindre quelque chose, mais une vision ou assurer, des fois, là, ça, comme on dit, on veut reculer un peu, puis leur démontrer qu'on est là pour les appuyer aussi. Donc, c'est ce qui est important. Oui. Tandis que tu peux assurer dans combien de temps? 1 an? 2 ans? Merci pour le point de vue. On en prend note. Merci. Conseiller Poirier? Oui, merci beaucoup. Merci de la présentation. C'est toujours excitant, cette partie-là, je pense, de l'année, là, dans le cycle de la roue, de voir un peu nos objectifs, puis dans la direction qu'on veut prendre. Je pense que c'est bien d'avoir tendu l'oreille, puis écouter aussi l'équipe qui est sur le terrain, qui doit mettre en œuvre
toutes les orientations stratégiques qu'on a mis de l'avant. Il y en a quand même beaucoup. Moi, je pense que j'ai pas peur qu'on stagne parce qu'il y a quand même une évolution constante. Il y a plusieurs choses sur le terrain qui sont pas encore réalisées là, dans le plan qu'on s'était donné. Et il y a encore beaucoup à faire. Donc, je pense que c'est sage de peut-être prendre un temps pour dire est-ce qu'on a est-ce qu'on est trop ambitieux, est-ce qu'on a trop dans notre assiette sur quoi on devrait travailler, puis de réajuster. Moi, j'ai pas d'objection par rapport à ça. Là. Je pense pas que c'est un échec, c'est un ajustement par rapport à ce qu'on entend aussi sur le terrain, de la réalité du terrain. Donc, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Avec ce que j'entends ce soir, je suis confortable avec ce qui est proposé. Merci. Parfait. Conseiller Boudria? Merci, Mme la Présidente. Brièvement, je vais faire écho aux commentaires du conseiller Poirier, du conseiller Lemlin, du conseiller Mariage. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui est proposé pour cette année, mais je pense que comme équipe, on peut travailler ensemble pour emboîter le pas sur l'année prochaine. On a une retraite qui s'en vient, où on peut en parler à nos rencontres, commencer tout de suite l'exercice de donner un focus sur les 3, 4, 5 éléments maximum qu'on veut se donner pour se dépasser. En même temps, la question d'ambition, je pense qu'elle est toujours importante d'un exercice comme ça. Sommes-nous assez ambitieux? On peut commencer à se poser ces questions-là tout de suite après qu'on a voté la résolution de cette année, parce que c'est justement l'importance de cet exercice-là. C'est ça qui va nous tenir à la fine pointe comme organisation, avec notre clientèle, avec nos parents, à la fine pointe de la technologie, tout ça. Donc bravo à l'équipe. Puis aussi, je pense que je fais un appel à cette table ici. On devrait, nous, comme table politique, d'en faire partie, peut-être un peu plus près de cet exercice-là, puis commençant dès ce soir. D'autres commentaires? Alors, qu'est-ce que j'entends? Je veux dire, c'est quand même, on est d'accord avec les objectifs et tout, mais je pense qu'on est peut-être rendu à un temps, comme vous avez dit, conseiller Boudria, conseiller Mariage, et tout le monde autour de la table, peut-être le temps de pas réévaluer, mais regarder notre ambition, regarder aussi l'ensemble de l'équipe aussi, notre personnel aussi, les nouveautés, leur donner l'appui qu'ils ont besoin. Donc, je pense que cet aspect-là qu'on va pouvoir poursuivre avec la retraite qui s'en vient aussi. Puis nous, on vous dit comme signe également autour de la table qu'on va toujours continuer à faire partie de cette démarche-là aussi. C'est bien? Donc, nous avons la recommandation ici que soient adoptés les objectifs prioritaires 2018-2019 tels que présentés lors de la séance ordinaire du CECCE du 27 février 2018. Proposé par conseiller Boudria, appui de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Maintenant, le 9.2, la politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires. Donc, le choix du nom pour la nouvelle école élémentaire catholique au cœur d'Ottawa. Monsieur Sirois. Madame la Présidente, je passe la parole à Mme Châtelain. Bonsoir. Donc, depuis la dernière rencontre, la mise en œuvre de l'ADM 14 se poursuit dans le processus pour le choix du nom de l'école. Alors, suite à la dernière rencontre, puis aux 5 noms qui avaient été retenus par le conseil, par le comité de choix de nom, c'est-à-dire le conseil de l'État politique avait retenu 3 noms en janvier dernier, donc au cœur d'Ottawa, du Sacré-Cœur et Louise-Arbour. Suite à la décision de la table de vouloir retourner consulter une deuxième fois la communauté, et en suivant les recommandations de la table aussi, on a fait un suivi auprès de la juge Arbour pour valider son intérêt puis donner, dans le fond, son accord à faire partie de la catégorie des choix de nom. Comme c'est indiqué dans le rapport, Mme Arbour n'était pas disposée à relever ou à prendre cette offre-là présentement dû au poste qu'elle occupe à l'extérieur du pays. Donc, cela donnait lieu à 2 noms plutôt que 3 pour le sondage auprès de la communauté. Alors, les résultats sont indiqués dans le rapport. Les parents, le personnel scolaire et les élèves se sont prononcés par rapport au nom École catholique élémentaire, École élémentaire catholique au cœur d'Ottawa et École élémentaire catholique du Sacré-Cœur. Donc, la préférence dans toutes les catégories de personnes sondées était pour le nom École élémentaire catholique au cœur d'Ottawa.
et une certaine proportion se sont prononcés en faveur de l'école du nom École élémentaire catholique du Sacré-Cœur. Donc ce soir, c'est maintenant le moment, dans le fond, de choisir le nom permanent pour l'école. Est-ce qu'il y a des commentaires autour de la table? Conseillère Lassois? Moi, je veux supporter ce choix parce que quand je regarde le pourcentage des parents et du personnel, il est assez élevé. Et puis, on suppose que le plus important, c'est que les parents soient contents. Donc, je veux faire une motion pour présenter le choix de ce nom comme le nom définitif de l'école. Le nom de Au Cœur d'Ottawa. Oui. Donc, la conseillère Lassois propose. Appui du conseiller mariage. D'autres discussions? Sinon, en faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, nous avons une nouvelle école, École élémentaire catholique au Cœur d'Ottawa. Alors, félicitations à la communauté, félicitations aux élèves, à la nouvelle école. Merci beaucoup de l'appui aussi, de tout le monde autour de la table, au niveau administratif également. Donc, félicitations pour ça. Maintenant, le 9.3, donc le point que nous avons ajouté, politique 3.7, embauchage, rémunération et avantages sociaux. Donc, c'est une mise à jour au niveau de l'affichage du cadre de rémunération des cadres supérieurs du CECCE. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Il y aura quand même une résolution à la toute fin, donc une recommandation. Donc, rapidement, le Conseil devait soumettre son régime de rémunération des cadres supérieurs au ministère. Suite à l'approbation du ministère, le Conseil devait afficher son cadre pendant 30 jours, donc ce qui a été fait du 13 janvier au 11 février inclusivement. Et suite à l'affichage du cadre sur le site Internet du Conseil, c'était ouvert pour les commentaires du public, commentaires et suggestions. Je vous informe que suite à cette période de 30 jours, le Conseil n'a reçu aucun commentaire. La prochaine étape pour le ministère, c'était s'il y avait eu des commentaires, on aurait dû rédiger un rapport et expliquer combien de commentaires les regrouper et ensuite déterminer ou répondre à ces commentaires-là et de mentionner au ministère quelles auraient été nos réponses. Mais il n'y a pas eu de commentaires, donc on a envoyé une lettre au ministère pour demander leur donner l'état de la situation, puis leur demander d'approuver le cadre du Conseil. Et ça a été fait très rapidement. Je dois saluer les efforts du ministère de l'Éducation suite à l'envoi de la lettre de la présidente. On a reçu une réponse très rapidement pour dire que notre cadre était approuvé et que maintenant, vu qu'on avait fait rencontrer toutes les exigences, dont la date limite du 28 février, que le cadre était en vigueur et qu'il y avait 2 conditions à remplir maintenant. C'était de l'afficher de façon permanente dans le site web du Conseil et que la présidente signe une lettre de conformité, qu'on est conforme donc à ce qui a été approuvé par le ministère. Et je vous ai envoyé un petit courriel hier, une petite correction. La présidente a autorisé la signature du document. On va l'envoyer demain et le site et notre cadre va être affiché en permanence demain. Pas nécessairement sur la première page, mais il va être on va pouvoir le trouver pour les gens qui veulent le trouver. À la lumière de cette démarche-là, ce que nous, on vous demande maintenant, c'est l'autorisation de mandater votre administration, de faire la mise en œuvre du cadre le cadre de rémunération des cadres supérieurs du Conseil et d'afficher le cadre de façon sur son site web. Donc, ça complète mon rapport, Madame la Présidente. S'il y a des questions, pour le plaisir de répondre. Parfait. Merci beaucoup, M. Sirois. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc, la recommandation que le Conseil mandate l'administration à afficher et à faire la mise en œuvre du cadre de rémunération des cadres supérieurs du Conseil tel qu'approuvé par le ministère de l'Éducation et tel que présenté dans le rapport CECCE 17-18 AN annexe .01, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Burns. En faveur?
Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe aussi qui a travaillé sur ça. C'était beaucoup de travail sur une période très courte aussi. Donc, alors merci beaucoup à l'équipe. Permettez-vous de retourner les remerciements? Oui. Je sais que quand j'avais envoyé un courriel pour dire que le cadre de rémunération avait été accepté par le ministère de l'Éducation, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel pour remercier l'administration de l'excellent travail dans ce dossier-là. Et ma réponse a été de dire, si ce n'avait pas été de l'appui des conseillers scolaires, si ce n'avait pas été de l'appui de la Fausse CSC, jamais on n'aurait pu faire ce qu'on a fait. Et moi, je tiens à vous remercier au nom de tous mes collègues qui sont autour de la table, d'avoir eu l'audace et le courage et les convictions d'offrir ce qui est de meilleur à vos employés cadres. Moi, je tiens à saluer ce que vous avez fait et je tiens du fond du cœur à vous remercier de ce geste. Puis, je peux vous dire que c'est très apprécié de la part de toutes les cadres et on vous en suit très reconnaissant. Merci infiniment. Merci. On va prendre les merci de partout où ils vont. Donc, on se les lance des deux côtés. C'est comme ça qu'on fait une bonne équipe. Alors, merci beaucoup pour ces mots. Maintenant, la section 10, rapport des comités. Donc, maintenant, le 10.1, qui est le comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 février 2018. La conseillère Briand. Merci, Madame la Présidente. Alors, notre dernière réunion, on a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est une première. Nous avons combiné deux séances ensemble, puisque en janvier, on avait pas assez de matière pour justifier de convoquer tous les membres. Alors, je remercie Madame Paquette de cette décision parce qu'il a fallu qu'on consulte parce que puis on n'avait jamais fait ça avant. Parce que nous, le comité, on est mandaté, on doit tenir 10 réunions par année. Alors, c'était la raison. Ça s'est très bien passé, puis je pense que les membres ont beaucoup apprécié cette initiative. Alors, pour notre première réunion, on a eu une belle présentation de Madame Desrosiers, qui est directrice de l'école élémentaire catholique Roger Saint-Denis. Ça portait sur l'accueil qu'elle fait, puis l'identification des élèves ayant des besoins particuliers. Alors, elle nous a expliqué le processus que son école utilise pour rencontrer des parents puis recevoir les enfants. Et puis, ça se déroule habituellement très, très bien. Ensuite, on a parlé des méthodes de dépistage précoce et des stratégies d'intervention, le projet ISLE. On a parlé des méthodes de dépistage précoce et des stratégies d'intervention. Ensuite, on a fait une révision de la section 5 du plan. C'est le tableau chiffré du processus du comité d'identification et de placement de révision du comité d'appel. Après ça, on a parlé sur des subventions pour accès au talent, la stratégie d'emploi de l'Ontario pour les personnes handicapées. C'est un projet pilote de 3 ans et puis le CCE a été choisi comme responsable de la gestion pour les conseils scolaires. Et puis, le conseil doit embaucher un coordonnateur pour la transition des élèves ayant un handicap de développement vers les parcours postsecondaires. L'agenda annuel, chaque année, on fait une visite guidée d'une école. Cette année, ça avait été prévu de le faire à l'école Franco-Ouest, mais puisque l'école est en rénovation, on devra trouver une autre école. Et puis maintenant, pour la deuxième séance, on a parlé des placements de l'enfance en difficulté par le conseil. On nous a donné les statistiques pour l'année 2017-2018. Alors, on a 3 981 élèves avec PEI sur 23 772. Et puis, c'est ce qui représente 16,75% de l'ensemble des élèves. Ceci datait du 20 décembre 2017. Ensuite, on a eu une présentation du robot BEAM par un élève. Ça, c'était vraiment touchant même. C'est un élève qui était hospitalisé, puis par le robot se promène en classe, et puis il voit les élèves peuvent interagir avec lui donner ses messages de bon rétablissement, et puis l'encourager aussi, puis l'élève se sent moins éloigné de tous ses amis, alors ça donne une belle... C'était vraiment beau. Ouais. C'était une belle initiative de notre conseil.
Et puis ensuite, on a parlé du comité consultatif provincial en matière d'éducation de l'enfance en difficulté. Ce comité rassemble des associations provinciales de parents dans le but de stimuler les partages et les échanges sur toute question soulevée par les membres des comités consultatifs. Alors, ceci termine mon rapport et nous n'avons aucune motion. Merci. Merci beaucoup, conseillère Briand. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Sinon, que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 février 2018, proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Nous allons sauter le 10.2 pour le comité huis clos, car nous devons retourner au huis clos que nous n'avons pas terminé encore. Maintenant, la section 12, communication et appui. Le 12.1, les élections scolaires 2018. M. Sirois, as-tu quelque chose? S'il y a des questions, puis Mme Letendre va se faire un plaisir de répondre à ces questions. C'est elle qui a travaillé le dossier, puis vraiment, là, elle fait un excellent travail dans ce dossier-là. Parfait. Oui, conseiller Mariage. Merci, Président. Moi, c'est plutôt un commentaire. Je pense qu'on l'a fait la dernière fois aussi, là. Je sais que moi, quand je rencontre mes écoles, je fais toujours un effort d'essayer d'encourager les parents, d'être porte-parole pour encourager leurs collègues parents, les autres parents dans leurs écoles, de s'assurer qu'ils sont bien contribuables à notre conseil. Je sais que la dernière fois, il y a eu une campagne assez bien d'aller faire de la publicité puis d'essayer d'encourager ceux qui supportent notre conseil de bien s'inscrire parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant qu'une fois que tu déménages, le défaut, c'est l'anglais public. Ils font pas nécessairement le changement vers notre conseil. Donc, je pense que c'est important de reprendre cette campagne-là. Puis de renvoyer les messages dans les écoles, s'assurer qu'ils sont bien inscrits pour pouvoir voter dans nos élections scolaires. Mais aussi, ça nous aide au niveau statistique en termes de, pas nécessairement en termes monétaires, mais en termes statistiques pour pouvoir justifier les ayants droit dans certaines régions. Ces chiffres-là nous aident beaucoup, donc j'encouragerais l'administration de recommencer cette campagne-là d'encouragement dans nos écoles. C'est un excellent point parce que moi aussi j'y ai pensé. Je me souviens plus si en ce moment sur le site web du conseil aussi, je sais qu'il y a une section qu'on parle de tous les taxes scolaires et tout ça, mais je pense que ce serait bien de pouvoir le mettre un peu plus en lumière avec les élections qui s'en viennent. Donc peut-être quelque chose au moins sur la première page pour plus d'informations, les élections scolaires à venir. Voici les informations que vous devez connaître. Ça serait bien aussi de vulgariser peut-être un peu parce que c'est compliqué. Puis c'est pas tout le monde qui comprend. Puis même quand j'essaie d'expliquer, j'arrive difficilement à expliquer pourquoi c'est nécessaire ou pourquoi c'est le défaut, c'est l'anglais public. Donc, ce serait bien de pouvoir, j'ai un fact sheet ou quelque chose qui explique de façon claire pour les parents pourquoi et comment. Oui, aussi, merci. Et l'autre chose aussi que je voulais demander, donc je vois qu'on se met... Pardon? Ah, OK, parfait. Monsieur conseiller Poirier. Allez-y. Non, je voulais mentionner que c'est sûr que c'est un dossier important pour nous, les conseillers scolaires qui se présentent en élection, parce que on doit travailler des fois avec une liste électorale qui est pas à jour, qui est pas complète, et puis ça donne pas les bons chiffres nécessairement pour faire ce genre d'exercice-là, justement. Mais l'avantage cette fois-ci, cette année-ci, c'est que on a travaillé avec la FOCSC pour justement faire en sorte que le règlement soit changé. Donc, ceux et ceux qui viennent de déménager à même la ville d'Ottawa garderont leur statut inscrit. Donc, si on a marqué francophone catholique et on déménage, on ne perdra pas ce droit-là. Donc, ça, c'est nouveau depuis, je sais pas, 2 ans peut-être à peu près. Par contre, ça aide pas les statistiques, ceux qui ont déjà déménagé par le passé, qui sont jamais inscrits, ou qui viennent d'une autre municipalité qui déménage à Ottawa pour s'inscrire. L'autre travail
qui avait été fait la dernière fois. Et j'ai pas de réponse à ça, mais c'était de voir pas seulement le nombre de conseillers scolaires qu'on avait besoin autour de la table, mais aussi le découpage des quartiers. Et je me demandais si on avait, si c'était un sujet qu'on voulait aborder comme table. Merci. Merci, conseiller Poirier, parce que c'est un peu dans ce style-là aussi dans ma phrase tantôt que je voulais, oui, les 11 conseillers, mais également les chiffres qui sont ici. Je vois qu'on reste encore à 11 avec le nombre qui est ici, mais également aussi au niveau du territoire, parce que la dernière fois aussi, on avait questionné ceci. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait été... Lors du dépôt du rapport du 27 mars, il va y avoir des propositions, des nouveaux scénarios pour la répartition des nouveaux secteurs. On pourrait rester tel quel, statu quo, mais on va proposer, si les gens voudraient les découper d'une différente façon, que ce soit réparti d'une différente façon. OK. Parfait. Ouais. Merci. Le 27 mars. C'est beau? Parfait. Conseiller Tremblay? Juste dans la même veine que le conseiller mariage, il faut aussi se souvenir que nos familles, on a beaucoup de familles exogames, et puis le parent anglophone doit révoquer son droit au conseil anglophone pour qu'on puisse envoyer nos fonds au conseil francophone. Donc, il faut juste tenir ça en compte aussi, que nos parents sachent que c'est une procédure qu'ils doivent suivre afin d'envoyer leurs fonds à notre conseil scolaire. Merci. Conseillère Rassoir? Oui, Madame la Présidente, je voulais savoir s'il y avait par le passé la possibilité d'avoir les électeurs par secteur. Oui, oui, le processus, lorsque tu te déclares comme candidate, puis ensuite la municipalité va t'offrir les outils, va t'offrir les listes et tout ça. Ouais. Donc, on va s'occuper de toutes ces choses-là pour toi à ce niveau-là. Merci. D'autres questions? Non? Parfait. Merci beaucoup. 12.2, donc les résultats de l'Institut Fraser. Monsieur Sirois. Ben, on a un invité spécial qui est présentement, je pense qu'il s'est joint à nous depuis le début de la session ordinaire au public. Donc, je vais inviter Pascal à faire un survol du classement des écoles de l'Institut Fraser et pour répondre à une demande de la table là, d'avoir une perspective là, du classement. Oui, alors l'Institut Fraser a présenté le résultat cette année, le classement des écoles. Rapidement, là, c'est un rapport qui est publié chaque année et qui rassemble des résultats qui comparent la performance de chacune des écoles. Puis eux autres, leur but un peu, dans le fond, c'est pour aider les parents à choisir. C'est une donnée qui est souvent rapportée dans les médias, mais il y a certains bémols, là, notamment l'OQRE, qui mentionnent que les comparaisons peuvent être un peu simplistes, faites de façon là, vraiment linéaire avec ces données-là. Mais c'est un chiffre qui est rapporté régulièrement dans les médias. Alors, très rapidement, au niveau de l'élémentaire, il y a 9 indicateurs qui sont compilés par l'Institut Fraser. Il y a évidemment les résultats de l'OQRE en lecture, écriture, mathématiques en 3e et 6e année. Des écarts de rendement entre les garçons et les filles en lecture et mathématiques en 6e année. Puis un indicateur, c'est le pourcentage d'élèves qui n'ont pas atteint les normes provinciales à l'OQRE. Alors, eux, ils font leur classement des écoles. Et puis nous, ce qu'on avait fait un peu un exercice, on fait un classement de nos écoles, nous, à l'intérieur du conseil également. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le classement, grosso modo, est relativement similaire. À la CETAP numéro 7, j'avais inclus là, certaines des écoles les plus performantes à l'élémentaire. Alors, selon l'Institut Fraser, on avait la source d'Arc-en-Ciel et l'Étoile de l'Est comme étant les 3 écoles les plus performantes selon l'Institut Fraser. La source, tout indicatif, là, est 115e sur les 3064 écoles élémentaires de la province, 136e à Arc-en-Ciel et 191e pour l'Étoile de l'Est. Alors, on est dans le top 1% des écoles. Et puis, selon l'échelle de classement du conseil, c'est relativement semblable, première, deuxième position. Et puis, on voit, tout indicatif, là, les écoles qui ont le plus de défis. 39e Sainte-Anne, 40e Sainte-Bernadette et des Pins 41e.
Alors, on est là dans les 2006-2008 e position par rapport aux plus de 3000 écoles à l'élémentaire. Ça, c'est le portrait rapide de la situation à l'élémentaire. Et on voit, il y a certaines écoles qui ont un écart assez important en termes de rang par rapport à notre conseil et les écoles classées selon l'Institut Fraser. Et nous, notre conseil, on fait un ajustement aux écoles qui ont des classes distinctes dans le but de ne pas les pénaliser, ce qui n'est pas fait à l'Institut Fraser. Et puis, rapidement, au niveau des écoles secondaires. Alors, les indicateurs, il y a 7 indicateurs qui sont compilés sur une échelle de 1 à 10. Et puis, un petit peu important à noter, l'échelle de 1 à 10 de l'Institut Fraser, c'est un classement relatif aux autres écoles. Alors, une école qui est quand même 10 a quand même une place à avoir de l'amélioration. C'est pas un format absolu, c'est vraiment un format relatif par rapport aux performances des autres écoles. Alors, les indicateurs sont pas, évidemment, les résultats de l'OQRA en 9e année au cours appliqué et théorique. Deux indicateurs qui réfèrent au TPCL, les élèves qui l'ont fait la première fois et les élèves qui étaient admissibles antérieurement. Et des indicateurs relatifs aux élèves de 9e année au test de l'OQRA n'ayant pas réussi le TPCL et des écarts garçons-filles encore au TPCL. Alors là, on voit les écoles les plus performantes, encore une fois. On a baissé l'ensemble des écoles secondaires du Conseil. On voit Ange Gabriel, Marie Rivier et Jeanne Lajoie qui sont parmi les premières. 4e rang au niveau de l'Institut, 11e et 47e. Alors, de très bons résultats. C'est à noter pour Marie Rivier et Jeanne Lajoie, on note une tendance à la hausse par rapport aux dernières années. Et puis, les nouvelles écoles, il y a Mère Bleue aussi qui a eu certains défis. Puis Samuel Genet en position 477. À noter, il y a 747 écoles secondaires qui sont mesurées par l'Institut Fraser en 2016-2017. Alors, on regarde l'ordre des écoles est relativement semblable et conséquent avec ce qui est produit à l'intérieur du Conseil. Alors, on a une méthodologie un peu qui est différente à travers les deux indicateurs qu'on suit, l'Institut Fraser qui est publié et puis le classement des écoles pour identifier les écoles à défi de performance qu'on fait à l'intérieur du Conseil. Puis, il semble avoir une pondération par rapport à certains indicateurs. On avait fait l'exercice d'essayer de trouver pourquoi dans certaines écoles qu'il y avait des écarts assez importants. Mais on n'a pas le détail de la formule qu'utilise l'Institut Fraser. Il y a certains indicateurs, notamment l'écart garçon-fille, qui semble assez important dans l'indice, mais pour lequel on n'a pas pu avoir de détails. Alors, ça fait un petit tour rapide, là, sans rentrer trop dans les technicalités, pour vous expliquer un peu la méthodologie et puis les résultats du classement des écoles de l'Institut Fraser. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Il n'y en a pas? Ah oui, conseiller mariage? Merci, Présidente. Je pense que dans le passé, on a eu plusieurs discussions sur ce rapport-là. Puis, on avait mentionné autour de la table que ça serait bien... les parents utilisent souvent ce rapport-là pour influencer leur décision de choix d'école. Mais nous, à l'interne, je sais que chacun de nos écoles ont leur propre tableau de bord aussi pour leurs résultats internes, les stratégies qu'ils font à l'interne pour s'améliorer, les plans d'école, etc. Mais souvent, c'est enterré dans un site web où c'est pas très accessible aux parents, comme celui-là, c'est très connu. Ce serait bien que, soit au niveau du conseil, ou qu'on encourage les écoles qui ont peut-être un peu moins de ressources, mais qu'on les encourage quand même, d'essayer de mettre ces tableaux de bord-là plus en évidence, parce que c'est vraiment de pouvoir démontrer les efforts puis le bon travail qu'on fait dans nos écoles qui vont vraiment aider à influencer les parents de venir choisir nos écoles. Puis si ces données-là puis ces efforts-là sont enterrés dans leur site web, c'est difficile pour un parent qui sait peut-être pas naviguer ou peut-être est unilingue anglophone ou unilingue d'une autre langue
de pouvoir naviguer dans un site web s'il ne peut pas facilement aller retrouver ces données-là. Donc, juste une suggestion à ce niveau-là. Merci beaucoup. Oui, conseillère Tremblay. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai juste une question en lien avec ceci et notre portail pour nos inscriptions secondaires. Je remarque ici que nous avons nos 3 régions, 3 écoles de la région qui sont dans les premiers rangs. Mais lorsqu'on va au portail des parents pour les inscriptions aux écoles secondaires, ces écoles-là ne figurent pas encore sur la liste de nos écoles. Puis, j'en avais discuté avec Mme Brisson. Je me demandais où qu'on était rendu parce que à ce jour, il nous manque encore 4 écoles secondaires et Minto aussi, si on veut l'inclure, mais je pense que Minto a son propre site. Mais il nous manque 4 écoles secondaires. Et puis, je trouve ça dommage que dans la période d'inscription, on ignore encore nos écoles de la région. Est-ce que vous allez prendre note ou un commentaire? J'ai pris en note, je vais faire un suivi avec, Ouais. avec Christine et également avec Anouar. Oui, excellent point. Merci. Autre chose? Non? OK. Merci beaucoup pour l'explication, c'est bien apprécié. Maintenant, le 12.3. Merci. 12.3, divulgation des traitements dans le secteur public. Monsieur Sirois, quelque chose d'autre à ajouter? Ou... Non. S'il y a des questions, Mme Bergeron, c'est pas un plaisir de commenter. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions avec la documentation que nous avons reçue? Il n'y en a pas? Parfait. Le 12.4, rapport des élèves conseillers. On vous écoute. Donc, hier, on a eu, moi, j'ai eu l'honneur de faire part de la consultation jeunesse francophone par le comité jeunesse du maire. Alors, c'était vraiment intéressant pour voir la voix de la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire pour impliquer les jeunes, surtout le fait qu'Ottawa est officiellement bilingue, comment on peut influencer les jeunes de parler plus français ou quand même les services en français pour engager. Par exemple, pour moi-même, j'avais partagé que, par exemple, quand je vais au magasin, naturellement, je parlais en anglais, juste parce que dans ma tête, je prends pas en considération que la personne peut parler en français. Donc, si c'est plus ouvert les services francophones, c'est sûr que je vais m'exprimer plus en français. Donc, on avait des sujets, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela. Et donc aussi, le 21 février, si je me trompe pas, je pense que c'était un mercredi, il y avait aussi la consultation pour le suivi du sommet des élèves, qui était excellent l'année passée en 2017. Donc, on a parlé du profil de sortie de l'élève et comment on peut l'intégrer parce que malheureusement, c'est pas à les écoles. Malheureusement, les élèves parfois ne savent même pas c'est quoi le but en tant que conseil, qu'est-ce qu'on veut essayer de mener vers quand un élève sort d'une école du CSCCE. Donc, on avait juste une belle consultation et comment on veut interagir et faire l'aménagement de nos écoles dans le conseil à propos du sommet. Donc, ça, c'est très bien. De mon côté, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de participer à un débat conférence à l'Université d'Ottawa sur l'histoire générale de l'Afrique et la diffusion des connaissances sur l'Afrique dans le cadre du Mois des Noirs, de l'histoire des Noirs. Ça a été parrainé par l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, le département d'histoire de l'Université d'Ottawa et aussi il y avait une présence UNESCO. Alors c'était un événement assez excellent. J'ai eu le plaisir de me rencontrer avec Monsieur Bertrand qui était présent également. Je faisais partie de la délégation de mon école Francocité. Un événement assez excellent qui souligne que l'éducation est nécessairement à la base de tout effort collectif qu'on veut faire pour améliorer la société. Alors c'était vraiment excellent. Aussi dans une semaine, je crois. Dans une semaine? Peut-être? Oui, la semaine prochaine. En tout cas, prochainement, j'aurai le plaisir de participer ou d'au moins d'être là pour les premiers jours du Parlement jeunesse franco-ontarien, à lequel plusieurs de nos élèves participeront. C'est toujours une excellente activité, vraiment un temps excellent de vraiment prendre sa place au sein de l'Assemblée législative ontarienne elle-même, à Queen's Park. C'est vraiment très empowering pour tous les participants, non les moindres bien sûr. Nos élèves de nos écoles. Alors, j'ai très hâte, et je vais vous partager ça. Aussi, dans le futur, le 6 mars, je participerai à un débat télévisé par Radio-Canada sur la question de l'université de l'Ontario français.
avec des élus provinciaux et d'autres membres de la communauté, de leaders de la communauté franco-ontarienne. Alors, si vous pouvez, je serai sur Radio-Canada le 6 mars. Oui, en effet. C'est ça. Merci bien. Merci beaucoup. Toujours aussi impliqué, donc c'est bien. Des questions autour de la table pour nos conseillers? Monsieur Sirois? Madame la Présidente, je voulais juste savoir si vous avez été informé que le réseau des élèves poursuit le travail au niveau de la mise en œuvre des recommandations qu'il y avait eu un an passé avec les élèves sur la transformation de l'expérience d'apprentissage, donc l'école de rêve. Donc, est-ce que je sais qu'il y a eu la première rencontre accompagnée de Monsieur Benoît Hubert pour répondre à 3 volets de ce mandat-là. Donc, est-ce que vous avez eu des échos de ce travail-là? Lors de la dernière rencontre du réseau des élèves, on a été accompagné par une représentante de PGF Consultant qui nous a accompagnés dans nos réflexions et dans le processus plus large de mise en œuvre des recommandations qui a été faite d'école en école, recommandation par recommandation. Alors certainement, nous sommes choyés de constater que le Conseil prend ça au sérieux et que le travail se poursuit par rapport aux recommandations faites par les élèves lors du sommet des élèves de l'année dernière. En effet, je vous remercie. De travail. Puis exactement le mandat qu'ils ont, c'est de préparer le prochain forum ou c'était quoi le titre de le sommet des élèves, de poursuivre le sommet des élèves, d'avoir un rôle de vigie sur la mise en œuvre des recommandations pour s'assurer que qu'est-ce que les élèves vont recommander, qu'on le met vraiment en œuvre parce que ça devrait devenir un exercice futile. Et l'autre, c'était de préciser les recommandations. Comme vous avez vu, il y en a beaucoup et on ne peut pas toutes les mettre en œuvre. Donc, on doit faire prioriser et essayer de préciser ce qu'ils veulent voir comme changement, comment ils veulent qu'on opère le changement dans les écoles. Donc, merci infiniment au réseau des élèves. Okay. Merci beaucoup. Alors, le 12.5, les activités mensuelles des membres du Conseil, la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des choses à changer, ajouter, commentaires? Il n'y en a pas? Parfait. 12.6, les couvertures médiatiques. Des questions? 12.7, calendrier des activités du Conseil. Donc, pour le mois de mars, on sait que le mois de mars, c'est toujours le congé de mars qui s'en vient. Donc, la préparation pour ça, puis d'autres activités également. Il n'y a pas de questions. Et le 12.8, l'agenda annuel du Conseil, donc une mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Le point 13, agenda automatique, donc le 13.1, calendrier scolaire 2018-2019. Monsieur Sirois. Passez la parole à Mme Châtelain. Oui, bon, donc le travail s'est poursuivi depuis le début des consultations en début de cette année pour établir les 4 calendriers scolaires qui sont proposés ce soir. Donc, conformément à la procédure suivie habituellement, il y a des consultations qui ont lieu, un comité est formé en début d'année, des consultations ont lieu auprès du personnel. Le comité est composé de quelques membres du syndicat et de membres de la direction, de membres de l'administration également. Ensuite, les conseils d'école sont consultés. Vous avez dans le rapport quelques commentaires de conseils d'école. Et suite à ça, l'administration revoit les calendriers proposés. Ce sont ces versions qui sont présentées ce soir pour l'adoption. Donc, je peux répondre à des questions si des questions par rapport au calendrier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, conseillère Tremblay. J'ai eu un commentaire d'un parent qui demandait, en effet, qui questionnait le minimum de jours qu'on devait avoir de classe, en considérant le montant de journées d'intempéries qu'on a en région. Puis se demandait, là, à ce point-ci, je sais, on en a beaucoup plus en région que vous. Je crois qu'on est rendu on était à 10 l'année passée, et puis cette année, on est rendu au moins à 8. Donc, il se demandait juste si on pouvait jouer un peu avec les journées d'intempéries, puis le nombre minimum de journées d'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? En particulier, son point était que elle avait apporté ses enfants à l'école une journée d'intempéries.
suite à une vacance, puis elle voulait que les enfants puissent travailler pour se rattraper. Puis, on les a juste laissés passer de classe en classe, puis faire des petites activités comme telles, mais on leur a pas offert un encadrement ou que l'enseignante aurait pu dire, OK, voici qu'est-ce qui t'a manqué, vous travaillez là-dessus, puis je t'accompagne un peu. Donc, elle se demandait un peu dans ce genre-là, est-ce qu'avec les journées d'entreprise puis les journées pédagogiques, qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce que c'est le minimum qu'on veut viser? Donc, je voulais juste apporter son commentaire. Un commentaire ajouté? Donc, je comprends l'inquiétude des parents en ce qui a trait à la perte de journée d'enseignement et de s'assurer que les élèves reçoivent tous les enseignements prévus au curriculum. Cependant, c'est pas une décision qui relève du conseil de changer le nombre de jours. Donc, on n'a pas ce pouvoir-là. Cependant, ce qu'on doit faire, c'est mentionner de nouveau aux directions d'école l'importance que c'est quand même un jour de classe et que les élèves devraient recevoir, s'ils ont besoin de l'aide. C'est normal que des fois, quand il y a 2, 3, peut-être une quinzaine d'élèves dans certaines écoles, c'est pas la même rigueur au niveau de la journée scolaire. Mais s'il y a des élèves qui ont vraiment un besoin spécifique, je pense qu'on doit leur accorder cette aide-là. Donc ça, je vais m'assurer de réitérer, de m'assurer auprès des surintendances de réitérer ce message-là auprès de leur direction d'école. Et d'ailleurs, on les rencontre jeudi, les directions d'école, et je vais m'assurer qu'on passe le message. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, que soit adopté le calendrier scolaire 2018-2019, les annexes 3 à 6, tel que contenu au rapport CE-CCA 18-19-DC01, présenté lors de la séance ordinaire du CE-CCA du 27 février 2018, proposé par le conseiller mariage et puis de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Nous allons juste revenir pour les communications et appuis. J'ai oublié de faire la recommandation pour les informations que nous avons reçues. Alors, que les informations transmises sur la rubrique communication et appuis soient reçues, proposées par le conseiller Lemelin, appui de la conseillère Tremblay. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Notre auto-évaluation, en quoi les décisions prises de ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Quelqu'un veut? Conseiller Boudria? Non. Non, je suis conseiller Thibodeau. Je pensais à votre bras à lever. C'est intéressant ce que le conseil fait pour le mois de février, parce que j'arrive avec Mme Valérie d'une formation à Toronto sur l'équité. J'ai l'impression que notre conseil est sur la bonne voie, avec ce que j'entends et ce que je vois. C'est extrêmement intéressant. La façon qu'on a été formé à Toronto, je vois que ça va vraiment avec les vues du conseil. C'est le commentaire. Donc, je vais suspendre la séance à 20h30 parce que nous devons continuer avec le huis clos, donc proposé par le conseiller mariage et puis du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, bonne soirée tout le monde en ligne. Et puis nous allons continuer avec notre huis clos. Alors, on va se prendre quelques petites minutes, puis on va poursuivre. Ben.